Éric Baraté, vous êtes professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, où vous avez présenté votre thèse en 1991, intitulée L'Église et l'animal du XVIIe siècle à nos jours en France, vers 1600, vers 1990. Vous avez dans cette même université été maître de conférence et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France depuis 2017. Vos recherches portent principalement sur l'histoire sociale et plus particulièrement en fait sur l'histoire animale. Vous êtes spécialiste de des relations entre les hommes et les animaux dans les époques modernes et contemporaines, à travers divers champs, la création de la condition animale par l'homme, le rapport entre les animaux et la religion, et celui par exemple des animaux et de la guerre. On retrouve parmi vos ouvrages notamment La Société des animaux de la Révolution à la Libération, paru en 2008. Le point de vue animal, une autre version de l'histoire, qui a été rééditée, il me semble, en 2012, aux éditions du Seuil. L'Église et l'animal, aux éditions parues en France du XVIIe au XXe siècle, paru aux éditions du Cerf en 1996, ainsi que l'ouvrage Bêtes des tranchées, des vécus oubliés, paru aux éditions du CNRS en 2013, qui vous a valu notamment le prix Jacques Lacroix 2014 de l'Académie française, ainsi que le Grand Prix de l'Académie vétérinaire de France la même année. Vous avez au fil du temps et de votre travail développé une approche consistant à envisager l'histoire de l'animal non par les yeux et la perception de l'homme, mais plutôt par les yeux de l'animal lui-même. Vous avez donc à ce titre choisi de présenter une approche pluridisciplinaire en travaillant avec des biologistes, des généticiens et des éthologues, cherchant ainsi à concevoir une histoire éthologique dans laquelle l'animal est lui-même acteur de sa propre histoire et de l'histoire humaine. C'est donc au titre de cette histoire du vécu animal que votre intervention se fera sur le sujet suivant, les animaux dans la Grande Guerre, retrouver leur vécu. Je vous laisse la parole. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Je vais donc, vu le temps, me restreindre aux chevaux, hein. S'il y a des questions sur d'autres animaux, je répondrai, mais ça permet d'être plus synthétique. Alors, ces chevaux sont extrêmement présents lors de la guerre de 14, hein. C'est quelque chose que nous avons oublié. On s'est fait de la guerre de 14 et ensuite, évidemment, l'intervenant précédent en a parlé de la Seconde Guerre mondiale, des images de guerre industrielle, mécanisée, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Et en 14, c'est encore l'omniprésence des attelages hippomobiles, hein. Si vous voyez cette photo de l'armée allemande sur une route de la France du Nord l'été 14, vous avez une malheureuse automobile au milieu. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, hein, elle est au milieu, mais tout le reste, c'est de l'attelage hippomobile, hein. Et donc, on ne peut pas faire de guerre sans ces chevaux, hein. Pour la cavalerie, évidemment, pour tirer les canons, pour le train, c'est-à-dire le transport des affaires, mais aussi pour l'infanterie, hein. Comme ça a été dit tout à l'heure, un régiment d'infanterie a besoin d'énormément de chevaux pour transporter le matériel, et sans chevaux, il ne peut pas officier. Et donc, ce sont plusieurs millions de chevaux. Alors, on n'a pas les chiffres exacts. C'est autour, apparemment, de 9 millions de chevaux qui auraient été mobilisés sur le front ouest, hein. On ne connaît pas le front ouest parce que les historiens ne sont pas allés voir pour des problèmes de langue et les historiens d'Europe de l'Est ou de Russie ne s'intéressent pas encore à ce genre de sujet. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que ça a voulu dire pour ces chevaux d'être enrôlés massivement dans cette guerre. Alors, le premier problème, évidemment, a été la première phase, c'était celle des réquisitions, hein. Donc, vous avez à gauche, oui, à gauche, je pense pour vous, vous avez donc cette photo d'un cheval passant devant le bureau de recrutement, un bureau de recrutement avec des civils et des militaires, et qui examine le cheval et qui décide s'il doit être enrôlé ou pas, hein. Et alors, on n'a pas de documents très développés sur ce qui se passe pour les chevaux, mais on peut quand même le deviner, hein. Et on peut le deviner notamment avec les mémoires des officiers qui étaient dans ces bureaux de recrutement et qui racontent que
Il recevait des recommandations des propriétaires. Mon chaval s'appelle Bijou, faut le gratter derrière l'oreille pour qu'il avance correctement, etc. Et évidemment, toutes ces recommandations étaient oubliées dès que le cheval passait de l'autre côté, hein. Ce qui fait que pour le cheval, ces réquisitions se sont traduites par un énorme choc psychologique, c'est-à-dire ils perdent leur monde. Hein, ils perdent les voix de leurs utilisateurs, ils perdent même le langage. Si c'est pas le même, s'ils avaient un propriétaire breton et que le propriétaire leur parlait breton, qu'ils se retrouvent avec un Auvergnat qui va leur parler patois, ça change totalement les mots, les sonorités, et on sait maintenant que c'est important pour les chevaux qui reconnaissent très bien tout ça au son, hein. Changement de son, changement de tact, de relation, etc. Et donc un énorme stress qui va être reconnu fin septembre. Les vétérinaires vont reconnaître fin septembre 14 qu'il y a eu, une énorme mortalité durant cet été 14, et que, cette mortalité est due non pas vraiment au combat, il y a eu des morts au combat, mais surtout au choc qu'a été le recrutement et les réquisitions et les transports ensuite pour ces chevaux, hein. Et autre réquisition, il faut le penser, c'est qu'à partir de l'automne 14, les Français réalisent qu'ils n'ont plus assez de chevaux, on les a largement gaspillés durant l'été, et donc on va en acheter en Amérique, y compris des Mustangs, au centre des États-Unis, des Mustangs qui ont très peu de contact avec les humains, hein. Et donc ces Mustangs, ça a été capture, voyage en train, voyage en bateau, à nouveau voyage en train, et arrivé dans les écoles, c'est cette photo à droite, où là, en 15 jours, il faut les débourrer pour leur apprendre à accepter un cavalier sur le dos ou à se mettre dans un attelage. Pour la plupart de ces chevaux, c'est quasiment impossible, hein, le temps est beaucoup trop court, et j'ai même retrouvé des témoignages de soldats, d'artilleurs qui disent recevoir un cheval américain qui met littéralement le bazar dans l'attelage parce qu'il ne veut pas, il se cabre, il ne veut pas obéir, il ne veut pas travailler, et résultat, les chevaux autour sont totalement perturbés, ils ne savent plus quoi faire. Alors, comment réagissent les hommes? Bah, ils réagissent avec la violence, en tapant franchement, ce qui évidemment rajoute au stress. Après les réquisitions, il y a beaucoup d'incompréhension, hein, entre les chevaux et les humains. En voilà rapidement deux. Le premier que vous avez à gauche, alors là, les témoignages fourmillent sur l'été 14, c'est le refus des chevaux de monter dans les wagons, hein. Et donc les humains ne comprennent pas pourquoi, et ne comprenant pas pourquoi, on qualifie ces chevaux de bêtes et on manie la violence, ce qui rajoute évidemment au stress. Alors en utilisant l'éthologie actuelle, on comprend pourquoi ces chevaux ne voulaient pas rentrer. Il y avait deux aspects. Un, les chevaux voient à peu près à 360 degrés, donc ils ne comprenaient pas pourquoi on les emmenait contre un obstacle alors qu'ailleurs c'est libre. Et puis deux, la différence de luminosité entre les parois des wagons et l'intérieur des wagons. Les chevaux ont des yeux dont l'accommodation, le passage ombre-lumière ou lumière-ombre est relativement lent. Donc, pour eux, eh bien, l'intérieur, c'est un espèce de mur noir, hein. Donc, ils ne veulent absolument pas rentrer dedans, hein. Donc, c'est pour eux des défenses absolument rationnelles. Ils ne se comportent pas du tout comme des bêtes, mais comme ils voient le monde. Et là, vous avez une incompréhension majeure qui va beaucoup, beaucoup stresser. Alors, les chevaux de cavalerie qui vont plusieurs fois prendre le train, etc. Là, on trouve des témoignages disant qu'au bout de 6, 7, 10 fois, ça y est, les chevaux compris sont calmés. Mais pour les premiers voyages, ces chevaux n'ont jamais vu de train, donc monter, ensuite se retrouver dans des wagons entassés avec des congénères qu'on ne connaît pas, les chevaux sont grégaires, mais ils se méfient des inconnus. Et puis ensuite, il y a le bruit des trains, etc., etc. Donc tout ça est extrêmement stressant. Deuxième incompréhension, c'est au niveau de l'alimentation. Toujours, on retrouve ça l'été 14, notamment quand on lit les mémoires des soldats, on voit bien que
abreuver ou donner à manger aux chevaux n'est pas la préoccupation première, hein. Et ça va entraîner là aussi une surmortalité équine, d'autant plus qu'on sait maintenant, par exemple pour l'abreuvement, que les chevaux, enfin, on ne peut pas dire bénéficient, les chevaux connaissent une déshydratation qui n'entraîne pas un sentiment de soif exacerbé. Autrement dit, les hommes n'étaient pas très enclins à prendre du temps pour cela, et en plus, les chevaux n'ont pas dû montrer d'une manière très claire qu'ils avaient, par exemple, très soif. Alors, les travaux, ensuite, après les réquisitions, eh bien, les travaux, c'est essentiellement alors un peu la cavalerie, hein. Il y a eu quelques charges de cavalerie durant l'été 14. Il y en a eu une célèbre aussi, je vous ai mis le tableau à gauche, une célèbre lors de l'offensive allemande au printemps 18, en mars 18. C'est la cavalerie canadienne qui charge pour éviter le point de rupture entre armée française et armée anglophone. Et en chargeant, ils empêchent que les Allemands créent ce point de rupture, avec évidemment 80% de pertes du côté des chevaux et à peu près un peu moins, mais pas mal aussi du côté des humains. Alors, si on se penche du côté des chevaux, qu'est-ce que ça veut dire que charger? Eh bien, c'est en fait une perte de contrôle pour eux, hein, parce qu'ils se retrouvent, c'est la photo que vous avez à droite, hein, on voit un exemple de photographie de charge, donc on se retrouve en groupe avec énormément de poussière, et énormément de bruit, c'est celui de la cavalcade, hein, ce qui fait que les chevaux ne peuvent plus contrôler leur environnement. Alors, c'est un point négatif pour eux, c'est un point positif pour les humains, parce que comme cela, les chevaux ne peuvent plus ou beaucoup moins faire attention au bruit des balles, des obus, aux cris des hommes ou des chevaux qui tombent, etc., etc. Hein, et c'est ce qui fait d'ailleurs que longtemps, je m'étais demandé pourquoi en 14, on avait des charges de cavalerie avec en face des mitrailleuses lourdes et donc une mortalité énorme. Hein. Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas charger autrement. Si on chargeait en ligne, très rapidement, les chevaux prendraient conscience du danger, hein, du bruit, prendraient peur et en fait partiraient dans l'autre sens, hein. Ils ne sont pas fous. Et donc, si on veut charger, il faut obligatoirement charger en masse, hein, mais avec l'inconvénient, par exemple, pour les cavaliers, de ne plus voir grand-chose non plus, hein. Céline le raconte très bien dans Voyage au bout de la nuit ou dans Guerre ou dans des interviews, hein, puisqu'il a été dans la cavalerie lourde. Il raconte très bien que lorsqu'on chargeait, ben, on ne voit plus rien. Et la seule chose à faire, c'est de sortir son sabre et taper à gauche, à droite en espérant s'en sortir. Alors, les efforts les plus importants, ce sont les efforts de traction, hein, traction des canons, traction du matériel, etc., etc. Et les combats ne vont pas entraîner les mortalités les plus importantes, hein. Il y en a, mais c'est surtout l'importance du travail derrière qui va entraîner non pas une mortalité directe, mais un affaiblissement extrêmement fort de ces animaux qui ensuite vont être en proie à des épidémies, des maladies, etc. Hein. Alors, il n'empêche, vous avez quand même des mortalités, hein. Vous voyez cette photo de droite, hein, on est là dans l'armée anglaise, réputée pourtant pour faire attention à ses chevaux ou à ses équidés, là ce sont des mulets, faire beaucoup plus attention que les Français ou que les Italiens, voire même que les Allemands. Et là, vous avez donc ce cas de crise cardiaque, hein, qui est très bien documenté dans les textes. Pourquoi? Parce que les chevaux vont jusqu'au bout de l'épuisement. Un peu comme l'abreuvement, ce sont des espèces herbivores qui, lorsqu'elles sont en peine, fragilisées, etc., ne le montrent pas, hein, de manière à ne pas être perçues comme proie favorite par un prédateur. Et donc, le point important, c'est de ne pas apparaître en difficulté, hein. Et donc, ces chevaux vont jusqu'au bout de leur épuisement.
Et les textes des soldats le disent très bien à l'époque. Un cheval épuisé, soit il s'arrête, et à ce moment-là, il ne repartira plus. Donc il faut le dételer, le désharnacher et le mettre sur le côté, et il va mourir sur place. Soit, c'est ce que vous avez là, c'est la crise cardiaque euh, en plein attelage. Hein. Alors, évidemment, il y a des signes avant-coureurs, mais dans le contexte de l'époque, de la guerre, et puis aussi dans le fait que on connaît un peu moins, on comprend un peu moins bien les chevaux que maintenant, évidemment, ces signes avant-coureurs ne sont pas toujours détectés par les soldats, d'autant plus que les soldats ne sont pas forcément attentifs à leurs chevaux. Alors, ces efforts équins sont extrêmement importants durant toute la guerre, hein, et entraînent une mortalité forte, hein, puisque on a calculé que la mortalité côté français avait été de 40% de l'effectif, hein, c'est-à-dire à peu près 800 000 morts sur 1,8 million, 1,9 million équidés mobilisés. Si on appliquait ces 40% de mortalité aux humains, on aurait eu 3,5 millions de morts en France, hein, et non pas 1,5 million. Hein. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. L'armée anglaise a eu une mortalité de 20% à peu près, hein, parce que elle faisait plus attention à ses chevaux, et puis son front, évidemment, au nord de la France, était beaucoup moins important. Euh, c'est ce qui explique en grande partie l'écart. Alors, ces chevaux, évidemment, on a essayé de les protéger, hein, des problèmes de la guerre, hein, et notamment, il y a eu le cas des masques à gaz, pour lequel on a fait, vous voyez cette photo allemande à gauche, hein, des essais de masques, euh, en même temps que les essais de masques pour les humains. Alors ces masques marchaient plus ou moins bien parce qu'en réalité, les chevaux les confondaient avec les sacs à manger l'avoine ou l'orge, hein. Donc ils se mettaient à manger les filtres qui étaient au fond des sacs. Donc ça marchait pas très bien. Et puis aussi l'autre explication, on le voit bien dans les mémoires des artilleurs, enfin des gens qui étaient en, en- qui avaient des attelages. Euh, on se servait des chevaux pour prévenir des arrivées de gaz, hein, on pouvait voir arriver un nuage, mais on ne savait pas si c'était du gaz ou de la poussière due à des bombardements, etc., etc. Et les chevaux, eux, faisaient attention à ça, repéraient ça très bien et voulaient changer de route. Et donc, c'était un élément de prévention, ce qui fait que les soldats vite mettaient leur masque et au lieu de mettre le masque pour les chevaux, au contraire, les faisait d'étaler au galop pour pouvoir s'en aller le plus vite possible. Mais évidemment, les chevaux respiraient ça alors à plein museau, hein, à plein nez, ce qui fait que là aussi, il y a eu des dégâts assez importants. Alors, on a fait aussi des... alors, attendez, voilà. Hein, il y a eu aussi un gros travail de soins vétérinaires. Énorme travail, même on peut dire, hein, ça n'a pas empêché une énorme mortalité, mais les vétérinaires se sont retrouvés, les vétérinaires militaires, puis ensuite les civils qui ont été envoyés, se sont retrouvés devant des problèmes qu'ils ne connaissaient pas, hein, des types de blessures, des types d'épidémies, des types de fragilité, etc., qu'ils ne connaissaient absolument pas, et ils se sont mis à faire de l'invention tout azimut, hein, et j'avais trouvé des textes de vétérinaires disant qu'en 6 mois, à peu près, en janvier 15, ils avaient réglé une partie des problèmes qu'ils ne savaient absolument pas régler avant, avant la guerre, hein, parce ils ont fait preuve d'inventivité, ils ont essayé, etc. Alors, ça s'est fait au prix d'une forte mortalité, évidemment, hein, mais tout de même. Alors, vous avez par exemple là à droite à gauche, pardon. Voilà un exemple de travail, hein, c'est ce qu'on appelle le travail. Alors le travail, c'est un instrument qui était connu. On s'en servait dans les campagnes et dans les villes pour ferrer les chevaux, hein. Mais là, c'est le travail, il porte le même nom. C'est, vous voyez, c'est pour
immobiliser totalement le cheval, immobiliser avec l'énorme métaux la tête, mais aussi immobiliser avec des chaînes les jambes pour éviter que le cheval se débatte et pour pouvoir l'opérer, hein, notamment pour pouvoir extraire les balles, éviter qu'il y ait des infections, etc., etc. Alors, ça marchait plus ou moins bien. Quantité de chevaux sont repartis de ces soins avec les balles à l'intérieur, hein, rester à l'intérieur parce que on n'y arrivait pas ou on n'avait pas le temps de faire cette opération, ce qui fait que, eh bien évidemment, le cheval, au bout de 8 jours, se remettait à boiter et il y avait des phénomènes de nécrose et de pourrissement, etc., à l'endroit de la, de la blessure. Alors ça, ce sont essentiellement pour les blessures par balle, par éclat d'obus, etc. Mais c'était quand même très minoritaire. Hein. C'était pas le plus important. Le plus important, ça a été les épidémies, hein, les maladies, épidémies, etc. Et par exemple, vous l'avez là à droite, la gale. Hein, la gale qui a ravagé les troupeaux, les effectifs, parce que on ne sait pas la soigner au début, hein, et ces animaux vont s'épuiser littéralement à se gratter, etc. Et en plus, ils se transmettent la gale les uns des autres. Hein, et puis, ça entraîne une fatigue physique et psychologique énorme de ces chevaux qui en viennent à en mourir. Normalement, on ne meurt pas de la gale, mais là, on est dans de telles situations. Et ça devient un tel problème qu'on va là aussi chercher des traitements. Et le traitement le plus efficace qui a été trouvé, c'est celui-ci, qui est encore en vigueur d'ailleurs de nos jours, hein, c'est-à-dire avec on passe comment dire, le produit désinfectant chargé de tuer les animaux sous la peau. On passe ça il faut passer ça sur toutes les parties du corps, hein, pour qu'il n'y ait pas un endroit qui ne soit pas traité si jamais l'animal de la gale est là. Hein. Alors le problème, c'est que c'était très efficace, mais c'est extrêmement long et évidemment, ça va rester assez marginal. Euh, Alors, cette mortalité, évidemment, hein, elle va se lire dans le paysage, hein, avec une omniprésence des cadavres équins. Alors, au début, on a pas mal de littérature qui nous dit, pardon, que on essaye d'enterrer les chevaux, hein, justement pour ne pas saper le moral des troupes qui arrivent, évidemment. Mais le problème, c'est qu'un cheval, c'est grand, et puis très vite, le corps prend une raideur cadavérique et il faut construire des trous énormes pour pouvoir mettre les pattes, par exemple. Et donc, on a plein de témoignages qui racontent qu'on brise les pattes pour essayer de prendre le moins de mal possible, hein, le moins de place possible. Mais très vite, on va abandonner ça parce que devant la mortalité, on n'arrive pas à suivre. Ce qui fait que les chevaux vont devenir, on voit très bien ça dans la littérature, les cadavres de chevaux vont devenir des signes avant-coureurs du front. Hein, on retrouve ça de partout, y compris dans les mémoires du général de Gaulle. Hein, l'arrivée au front se signale par les premiers cadavres de chevaux qui n'ont pas été ramassés. On a déjà assez à faire avec les humains. Et très vite, vous voyez à gauche, donc, avec tout le phénomène que ça peut faire sur les humains, mais aussi sur les chevaux. Là, la photo que je vous ai mise est très intéressante parce qu'on voit bien comment ces chevaux sentent le cadavre et prennent peur. Hein, et donc là, font un espèce de tour pour éviter l'animal. Hein. Et ce sont des choses, évidemment, après, ça donne des animaux difficiles à gérer. Et puis, ces cadavres vont même servir de point de repère. Hein. Vous voyez, ce cheval projeté par une explosion d'obus sur un arbre, hein, et desséché sur place. Et là, on a plein de témoignages écrits qui racontent, alors pas simplement des chevaux, des vaches aussi, que ça servait aux soldats de panneau indicateur. Hein. Et ben, tu vas tout droit, puis quand tu es à l'arbre à la vache ou à l'arbre au cheval, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Hein. Et ce qui fait qu'on n'enlève pas ces chevaux justement pour se servir de cela.
voilà, je vais peut-être pas, je crois que mon temps est bien dépassé. Ce que je voulais dire, donc, ce- cette guerre a été très dure pour les chevaux, hein, à la fois par la violence de la guerre, la violence du travail, la violence aussi des traitements, la violence aussi des indifférences, hein. On le voit très bien dans l'armée française en 14, où la cavalerie, on ne décèle pas les chevaux de plusieurs jours, hein. Et Céline en parle dans Voyage au bout de la nuit à propos de sa jument, ce qui fait que les selles rabotent le poil, la peau, les muscles, on arrive même à la colonne, hein. Et ça donne des odeurs de pourri qui effrayent littéralement les soldats anglais quand ils croisent des troupes françaises. Ils se demandent, mais où sont-ils tombés vraiment chez les barbares? Alors, il y a eu beaucoup de reconnaissance pendant la guerre, beaucoup de témoignages de poilus disant il faudra être reconnaissant pour ces animaux, les chiens, les ânes, les chevaux, etc. Il y a eu en fait très peu de monuments à l'après-guerre. Je vous donne le plus important, il est à gauche ici, c'est le monument à Chipilly en 1922, qui a été commandé non pas par l'armée française, mais par une brigade de cavalerie anglaise. Et c'est ce grand monument sur la place centrale du village, dans la région dans laquelle cette brigade avait officié, où on voit donc un artilleur enlevant l'attirail et disant au revoir d'une manière très forte, hein, à son cheval. Et on a beaucoup de témoignages de ce genre à l'époque, hein. Et puis ça a été complètement oublié et redécouvert depuis une trentaine d'années, ce qui fait que maintenant, vous voyez, je vous l'ai mis à droite, on a dans le monde, on a quelques petits monuments, souvent érigés par des particuliers. Cénotaphe au cheval inconnu, hein, ancien combattant des batailles équestres dans le monde, une histoire de mémoire, hein, on est là dans la mémoire qui affecte aussi les animaux. Voilà, je ne vais pas plus loin, je vous remercie et s'il y a quelques questions, je répondrai évidemment avec plaisir.